pense qu'il est avec nous. Gaëtan Barbier. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous faites partie de l'Institut franco-européen de chiropraxie. Et Tout à fait. puis, vous allez nous parler un peu des différents types de manipulations vertébrales, et notamment par une revue systématique et critique de la littérature. Donc, on est très impatient de voir ce que vous allez nous dire. Tout à fait. Donc, je vais vous parler en fait d'un type des manipulations vertébrales qui sont les manipulations vertébrales de haute vélocité et de basse amplitude. Donc, je suis doctorant à l'université Paris-Saclay. Je suis également chiropracteur dans un cabinet libéral et effectivement, j'enseigne à l'Institut franco-européen de chiropraxie. Je vais vous présenter le travail collaboratif d'enseignants et de chercheurs de l'IFEC, mais aussi issus d'autres professions de la santé. Donc, il s'agit d'une revue systématique et critique sur les effets des manipulations vertébrales de haute vélocité et de basse amplitude sur les amplitudes de mouvement. Concernant mes liens d'intérêt en rapport avec cette présentation, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer, mais il est juste à noter que je suis chiropracteur et sous contrat doctoral avec l'IFEC. Durant ce congrès ont été abordées diverses interventions non médicamenteuses, des interventions psychologiques, nutritionnelles, numériques, les autres interventions non médicamenteuses, mais également les interventions physiques. Parmi ces interventions physiques possibles figure la thérapie manuelle. Dans la thérapie manuelle, qui est un vaste domaine, cela regroupe plusieurs modalités de traitement, dont les trois principales sont le traitement sur les tissus mous. Le thérapeute peut alors travailler par des points de compression, par étirement ou par mobilisation des tissus mous. Là où les mobilisations articulaires, souvent oscillatoires, avec une variation possible de l'amplitude de la mobilisation, mais également de la fréquence de cette mobilisation, comme ici sur ce premier exemple. Donc j'espère que vous visualisez une petite ligne rouge au milieu du cadre noir qui varie. Donc une mobilisation de faible amplitude et de fréquence moyenne, ou encore sur ce deuxième exemple avec une mobilisation de grande amplitude et de faible fréquence. Ces petites et grandes amplitudes peuvent mettre ou non en jeu la zone de résistance du tissu articulaire et donc la limite de l'amplitude passive possible. À la différence de la mobilisation articulaire, on retrouve là où les manipulations articulaires. Les manipulations articulaires, dites manipulations HVBA, sont définies par une haute vélocité et une basse amplitude. Elles correspondent au dernier grade des mobilisations articulaires d'après Maitland, et tout comme la mobilisation, elles peuvent être effectuées sur des articulations périphériques, mais également sur le rachis. On parle alors de manipulation HVBA vertébrale ou rachidienne. Ces manipulations sont définies par trois phases. Une période de mise en tension du tissu, des tissus périarticulaires avec une montée de force plus ou moins constante, puis l'application d'une force rapide de faible amplitude nommée impulsion. Et enfin, une dernière phase de relâchement. La grande différence entre les mobilisations et la manipulation se situe donc dans l'impulsion. Les phases de mise en tension des tissus et la phase de relâchement sont communes aux deux interventions. Devant la recrudescence de l'intérêt sur l'évaluation des prises en charge non médicamenteuses dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, diverses revues de la littérature ont été réalisées afin de comprendre l'efficacité des manipulations vertébrales sur les TMS communs. Les thérapies manuelles font maintenant partie des recommandations de prise en charge des troubles musculo-squelettiques en tant que composante dans les soins multimodaux, donc c'est-à-dire en collaboration avec d'autres stratégies de gestion des douleurs. Les récentes publications semblent mettre en évidence une efficacité des prises en charge par manipulation vertébrale dans les douleurs lombaires et dans les douleurs cervicales communes. Il semblerait que cette intervention soit également efficace sur l'incapacité des patients souffrant de ces troubles. Cette incapacité est en règle générale fréquemment évaluée par les thérapeutes manuels, par des questions lors de l'anamnèse ou par des questionnaires d'incapacité, et par l'analyse des amplitudes de mouvement chez les patients, ainsi que la reproduction de la douleur lors de ces amplitudes de mouvement. Afin de mieux appréhender les mécanismes qui sous-tendent l'efficacité des manipulations vertébrales, on s'interroge donc en fait sur l'effet des manipulations vertébrales HVBA sur les amplitudes de mouvement en rachidienne, mais également sur les amplitudes de mouvement périphériques.
Pour cela, nous avons mis en place une revue systématique et critique de la littérature qui s'est donc intéressée aux essais contrôlés randomisés publiés en français ou en anglais, incluant une population d'adultes symptomatiques ou asymptomatiques, sur laquelle étaient réalisées une ou des manipulations vertébrales de type HVBA ou décrit en ces termes, et comparées à une intervention factice ou alors à un groupe contrôle inactif. Il fallait pour cela que les amplitudes de mouvement soient mesurées de façon reproductible par un outil de mesure. Ne sont donc pas inclus dans cette revue l'ensemble des articles ayant un autre design que l'essai contrôlé randomisé, les études animales ou cadavériques, les études ayant pour modalité thérapeutique la manipulation vertébrale mécaniquement assistée, et enfin les études dont les mesures des amplitudes de mouvement n'étaient que visuelles. La stratégie de recherche s'était initialement organisée autour de deux grands concepts, la manipulation vertébrale HVLA et ses effets dits mécaniques, puis nous avons recentré sur uniquement les effets sur les amplitudes de mouvement. Cette recherche a été effectuée par une bibliothécaire de Toronto, que je tenais à remercier, Anne Taylor Vezet, et sur 4 grandes bases de données, Medline, Embase, Cochrane et le CNHL. Une première recherche a été effectuée en avril 2018 et une mise à jour début 2020. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les résultats comprenant cette mise à jour. La sélection des études s'est déroulée en 2 étapes. Une première étape sur lecture des titres et des résumés de façon indépendante par binôme et ce répartis sur 2 binômes. Les 2 binômes classaient les articles comme pertinents, possiblement pertinents ou alors non pertinents. Les articles jugés comme pertinents et possiblement pertinents ont ensuite fait l'objet d'une lecture complète par binôme et ce travail a été réparti sur 4 binômes afin de classer les articles comme pertinents ou alors non pertinents. Les articles jugés comme pertinents ont ensuite fait l'objet d'une analyse de leur méthodologie en utilisant la checklist SIGN, qui est une checklist validée, destinée à évaluer la méthodologie des essais contrôlés randomisés. Nous les avons donc catégorisés en essais cliniques de bonne qualité méthodologique, de qualité acceptable, de faible qualité ou de qualité inacceptable. La synthèse a été réalisée uniquement sur les articles jugés de bonne qualité et de qualité acceptable. Et nous avons extrait des articles l'année de publication, le design, les caractéristiques des sujets, les interventions, le comparateur, les outils de mesure et la période d'évaluation des sujets. La recherche sur les bases de données et nos recherches personnelles nous ont permis d'identifier 3190 citations. 257 étaient des doublons, et parmi les 2933 articles restants, 2776 ont été jugés comme non pertinents à la lecture du titre et du résumé. Parmi les 157 articles lus entièrement, 119 n'étaient pas éligibles, et enfin, parmi les 38 articles restants, seulement 12 étaient jugés de qualité acceptable ou de bonne qualité. Parmi ces 12 articles jugés de qualité acceptable ou de bonne qualité, on retrouve 8 essais cliniques randomisés qui furent jugés de bonne qualité et 4 qui sont des essais cliniques randomisés jugés de qualité acceptable. Je vais à présent vous détailler les populations qui ont été étudiées dans ces différents articles. Donc, parmi les 12 essais cliniques randomisés, on retrouvait une étude s'intéressant à des patients souffrant de douleurs myofaciales temporomandibulaires. Cet article incluait des patients souffrant de douleurs cervicales. Une étude s'est intéressée à des patients présentant une dégénérescence discale lombosacrée. Un article s'est intéressé à des patients ayant une douleur d'épaule. Et enfin, les 2 derniers articles s'intéressaient à des sujets asymptomatiques. Nous avons ensuite divisé en 2 grandes catégories. Les articles recherchant un effet régional de la manipulation, c'est-à-dire pour lesquels l'intervention et la mesure des amplitudes de mouvement étaient situées dans la même région anatomique. Et les articles qui recherchaient un effet non spécifique à une région pour lesquels donc l'intervention et la mesure des amplitudes de mouvement ne se situent pas dans la même zone. Par exemple, intervention thoracique, mesure des amplitudes de mouvement cervical. Pour les études recherchant un effet local, on retrouvait les interventions suivantes.
les études s'intéressant à l'effet des manipulations HVBA cervicales, donc sur les amplitudes de mouvement cervical, comparaient l'intervention manipulative à une intervention factice. Et c'était exactement la même chose en lombaire, c'est-à-dire que la manipulation HVLA lombaire était aussi comparée à une intervention factice. Pour les articles étudiant les effets non spécifiques de la région manipulée, les interventions étaient les suivantes. Les études s'intéressant à l'effet des manipulations HVBA cervicales sur l'ouverture de la bouche ont comparé cette intervention pour l'une à une intervention factice et pour l'autre à un groupe contrôle inactif. Les études s'intéressant à l'effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement de l'épaule ou sur les amplitudes de mouvement cervical ont comparé cette intervention à une intervention factice. Et enfin, 2 études se sont intéressées à l'effet d'ajouter des manipulations cervicales à un programme d'électrothérapie comparé à un programme d'électrothérapie plus une intervention contrôle. En ce qui concerne les résultats de ces manipulations HVBA rachidiennes, pour les manipulations cervicales HVBA, on retrouve un effet immédiat sur l'ensemble des amplitudes de mouvement dans un essai clinique, tandis que dans un autre essai clinique qui s'intéressait au même type de population, c'est-à-dire des cervicalgies mécaniques, on ne retrouve pas d'effet sur les amplitudes de mouvement, sauf sur la flexion immédiatement après l'intervention et à une semaine. En revanche, on retrouve un effet des manipulations HVBA cervicales sur l'ouverture de la bouche dans 2 études jugées de qualité acceptable. Concernant la manipulation thoracique, une seule étude s'est intéressée à l'effet des manipulations thoraciques sur l'ouverture de la bouche et ne retrouve pas d'effet de l'intervention sur ce paramètre immédiatement après l'intervention et 2 à 4 jours après. Plusieurs études se sont intéressées à l'effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical. Les 2 études combinant la manipulation thoracique à un programme d'électrothérapie retrouvent un effet sur l'ensemble des amplitudes de mouvement cervical. Ce résultat est en revanche un petit peu plus contrasté lorsque l'on étudie la manipulation seule. En immédiat, on retrouve surtout une amélioration de la flexion, de l'extension et des rotations dans un essai clinique qui s'intéressait à des patients souffrant de radiculopathie cervicale. De 1 à 3 jours après l'intervention, on retrouve toujours le même effet, donc l'effet de ces manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical, chez des patients qui souffraient de radiculopathie cervicale. En revanche, une autre étude s'intéressant à des patients souffrant là de cervicalgie chronique ne rapporte qu'un effet sur la rotation droite de la manipulation thoracique dans ce laps de temps. Il en est globalement de même à une semaine, puisque cette dernière étude rapporte uniquement une amélioration de la flexion et de l'inflexion gauche une semaine après l'intervention. Concernant l'effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement gléno-huméraux, on ne retrouve pas d'effet sur la flexion gléno-humérale ni sur la rotation interne gléno-humérale. Une seule étude, un essai clinique jugé de bonne qualité, s'est intéressé à l'effet des manipulations lombaires sur la distance main-sol et retrouve là une amélioration immédiatement après l'intervention. Donc si on fait un bref résumé et puis on essaie d'en retenir quelques petites choses, les résultats sont globalement contradictoires concernant la région cervicale, mais lorsque l'effet est retrouvé, il existe une large taille d'effet. Concernant la région lombaire, l'amélioration de la distance main-sol était de 3,67 cm, une mesure qui est en fait inférieure au changement minimal clinique pertinent rapporté dans cette étude. Concernant l'effet non spécifique de la région manipulée, 2 études de qualité acceptable retrouvent un effet sur l'ouverture de la bouche des manipulations cervicales, avec une taille d'effet large pour l'une des études et faible pour l'autre. Et une étude ne retrouve pas d'effet des manipulations thoraciques sur ce paramètre. On retrouve un effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical si elles sont associées à un programme d'électrothérapie ou alors chez une population atteinte de radiculopathie cervicale. Ce changement correspond au changement minimum clinique pertinent rapporté dans les études.
En revanche, globalement, on ne retrouve pas d'effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical à court terme. Enfin, on ne retrouve pas d'effet des manipulations thoraciques sur la flexion et la rotation interne gléno-humérale. Ces résultats vont peut-être surprendre quelque peu les thérapeutes manuels qui nous écoutent en ce moment et qui utilisent fréquemment les manipulations vertébrales, dans l'idée en fait que la manipulation vertébrale améliore les amplitudes de mouvement est globalement répandue. Malgré tout, ces résultats sont bien en accord avec la littérature actuelle et sont globalement similaires aux autres modalités de thérapie manuelle. En effet, 2 revues se sont intéressées aux interventions manipulatrices rachidiennes, c'est-à-dire mobilisation et manipulation. L'une de 2012, l'autre de 2014. Celle de 2012 s'intéresse aux amplitudes de mouvement rachidiennes. Celle de 2014 s'intéresse aux amplitudes de mouvement cervical uniquement. Elles concluaient toutes deux à la présence en fait, de preuves discordantes concernant l'effet des manipulations HVBA cervicales sur les amplitudes de mouvement cervical. En effet, certains essais retrouvent un effet, tandis que d'autres trouvent une absence d'effet de ces interventions sur les amplitudes de mouvement. La revue de 2014 met également en avant un possible effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical. Une autre revue de 2011 met en avant l'effet des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical. Il est à noter que cette revue incluait 2 études sur 3 que nous avons inclus dans cette revue. Enfin, une dernière revue de 2018 concluait à l'absence d'effet des manipulations thoraciques sur la cinématique de l'épaule. Ceci concorde donc avec nos résultats sur les amplitudes de mouvement gléno-huméraux. Dans notre recherche, nous avons également pu identifier des études pilotes qui pourront à l'avenir, si elles sont mises en place à plus large échelle, répondre à notre question de recherche. Parmi ces études, 2 recherchaient un effet local des manipulations HVBA. La première sur 36 sujets concernant les cervicales ne retrouvait pas là d'effet des manipulations HVBA. Et la seconde sur les thoraciques, menée sur 22 sujets sains, retrouvait une amélioration de la flexion. Une troisième étude pilote s'intéressant aux effets des manipulations thoraciques sur les amplitudes de mouvement cervical semble mettre en évidence un effet immédiat de cette intervention, mais en revanche une absence d'effet à 24 heures sur les amplitudes de mouvement cervical. Enfin, quelques limites sont à noter dans notre revue. En effet, peu d'études ont évalué la différence minimale cliniquement pertinente du changement ou encore une mesure de la taille d'effet lorsqu'il existait une différence significative entre 2 groupes. Il existe peu d'études de bonne qualité méthodologique par région anatomique. Et enfin, nous n'avons pas pris en compte dans la revue un possible changement de la douleur. Il est tout de même à noter que c'est la première revue de littérature sur l'effet des manipulations HVBA sur les amplitudes de mouvement. Nous n'avons inclus que les études utilisant un moyen de mesure reproductible pour mesurer les amplitudes de mouvement. Il fallait pour cela que l'outil soit référencé dans l'article afin que nous puissions vérifier cette référence. Nous avons évalué la qualité méthodologique des articles par une checklist validée et la synthèse des résultats était uniquement basée sur les articles ayant une bonne qualité ou une qualité méthodologique acceptable. En conclusion, le niveau d'évidence par région varie de faible à très faible. Les données sur l'effet local des manipulations HVBA vertébrales sur les amplitudes de mouvement ne permettent pas de conclure. Un effet non spécifique de la région manipulée est en revanche possible. En effet, les manipulations cervicales semblent améliorer immédiatement après l'intervention l'ouverture de la bouche. Les manipulations thoraciques semblent améliorer immédiatement après l'intervention les amplitudes de mouvement cervical chez des patients atteints de radiculopathie. Et les manipulations thoraciques associées à un traitement par électrothérapie semblent améliorer immédiatement et à court terme les amplitudes de mouvement cervical. Il semble donc pertinent à partir de ces conclusions d'imaginer que les manipulations vertébrales HVBA doivent s'inscrire dans un ensemble de modalités thérapeutiques à utiliser par les praticiens au sein d'un programme de soins et non comme un outil unique. Différentes perspectives de recherche apparaissent après ces conclusions. Il semblerait pertinent de mettre en place ce type de recherche
chez des patients ressentant une limitation de l'amplitude de mouvement, de rechercher s'il existe un effet sur l'amplitude de mouvement possible avec et sans douleur, une seule étude de notre revue prenant en compte ce paramètre concernant l'ouverture de la bouche. Il sera également important à l'avenir d'utiliser des interventions factices qui sont validées ou à défaut d'évaluer l'intervention factice. Et enfin, de mettre en perspective le lien entre le changement des amplitudes de mouvement et le changement de la douleur. Voilà, je tenais à remercier grandement la plateforme CEPS, ICEPS Conférence pour leur accueil et toutes les consignes qui ont pu nous être transmises, ainsi que la mise en place de cette conférence malgré le contexte sanitaire, l'IFEC et l'Université Paris-Saclay, ainsi que l'Université d'Ontario, dont font partie certains co-auteurs de cette publication. Je tenais également à remercier donc l'ensemble des co-auteurs pour leur implication dans cette revue. Puis vous trouverez sur cette diapositive donc, mon adresse mail si vous souhaitez me joindre directement, et je suis également disponible sur les réseaux sociaux courants si vous avez besoin. Merci beaucoup pour ce travail d'une très grande qualité scientifique. C'est vraiment très très intéressant. Alors, comment se fait-il qu'il y a si peu d'études qui soient fiables? Parce qu'on est quand même, vous avez sélectionné à partir de 3000 études, on arrive à 12 études. Comment vous interprétez cela? Alors, on en avait 38 qui concernaient clairement notre sujet, et après on les a retirés pour une mauvaise qualité. Donc soit la randomisation n'était pas assez détaillée dans l'article, soit il n'y avait pas de randomisation, soit on ne prenait pas assez en compte les sujets qui étaient sortis de l'étude, dont on n'avait pas le suivi, et donc on ne pouvait pas les inclure pour cette qualité-là, en fait. On voulait vraiment essayer d'isoler l'effet pur de la manipulation vertébrale HVBA sur les amplitudes de mouvement. D'accord. Alors il y a une question sur quelle est la checklist utilisée pour l'évaluation de biais? On a utilisé la checklist SIGN, qui est une checklist validée pour les essais cliniques randomisés. D'accord. Une autre question, quelles étaient les méthodes d'évaluation des amplitudes de mouvement dans les différents articles? Y avait-il de grandes différences entre les articles? Globalement, il n'y a pas de grande différence concernant les articles. En cervical, on retrouve beaucoup un appareil qui s'appelle le Serum. C'est un goniomètre multidirectionnel qui permet d'étudier donc flexion-extension, les inflexions cervicales et les rotations. Ça, c'est globalement utilisé pour toutes les études cervicales. Pour l'ouverture de la bouche, en fait, il mesure la distance entre les dents. Et donc, c'est avec un appareil dont j'ai oublié le nom. Pour les lombaires, il s'agit de la distance main-sol. Pour l'une des études pilotes qui mesure la flexion thoracique, ils ont utilisé un goniomètre également thoracique. Et pour l'épaule, c'est une mesure pareille avec des goniomètres multidirectionnels. C'est globalement à chaque fois ce moyen de mesure qui est utilisé. D'accord. Alors j'ai une question un petit peu naïve là. Au niveau européen, les méthodes de chiropratie se développent aussi, ou comment vous analysez la situation? Alors, au niveau européen, on a vraiment deux pays qui sont très avancés sur la législation, qui sont la Suisse et globalement le Danemark. Notamment le Danemark avec une politique de recherche qui est globalement bien menée parce qu'ils ont énormément de fonds et ils ont des partenariats universitaires très forts avec des grosses bases de données qui leur permettent vraiment de mener des études de très bonne qualité. Et c'est globalement là en Europe les leaders en termes de recherche dans notre profession. Et puis après, dans les autres pays européens, je connais pas assez bien la législation européenne pour connaître exactement l'état des différentes pratiques dans chacun des différents pays. Et en France, ça se développe bien sur le plan universitaire? En France, sur le plan universitaire, ça commence à globalement bien se développer puisque l'IFEC met en place un financement pour nous permettre de faire des thèses, pour nous permettre d'avoir également une activité libérale à côté.
Moi, je suis inscrit à l'université Paris-Saclay. J'ai d'autres collègues qui sont inscrits à l'université Paul Sabatier, si je ne dis pas de bêtises, à Toulouse, dont l'une de mes collègues est intervenue hier. Et puis là, à l'heure actuelle, on doit être à 4 ou 5 docteurs au sein de l'établissement, donc qui sont chiropracteurs et qui ont le titre de docteur en sciences. D'accord. Alors, il y a une question, d'abord pour vous remercier de votre présentation. C'est vrai qu'elle est tout à fait extrêmement intéressante sur le plan scientifique. Et existe-t-il une différence minimale clinique validée concernant les amplitudes de mouvement pour une région donnée ou pour toutes les régions? Alors, malheureusement, non, il n'existe pas de gold standard de la différence minimale clinique pertinente. C'est pour ça que dans cette revue, on a fait le choix de toujours comparer la mesure avec ce que les auteurs rapportaient dans leurs discussions. Donc, si les auteurs rapportaient une comparaison avec une différence minimale clinique pertinente, à ce moment-là, on faisait la comparaison. S'ils ne le rapportaient pas, on ne faisait pas la comparaison pour ça. Donc non, il n'y a pas de mesure pour chacune des régions et c'est fort dommage parce que ça permettrait vraiment de, en fait, au-delà de explorer est-ce que mon intervention a un effet significatif sur tel ou tel autre paramètre, l'étape supplémentaire, c'est maintenant de savoir si cet effet significatif a vraiment un impact important ou non pour le patient et que représente cet effet significatif. Alors, on a une question pour savoir comment on fait pour récupérer votre revue, le travail que vous avez fait au-delà de votre PowerPoint. Alors, pour ça, on va faire une publication qu'on est actuellement en train d'écrire. On espère soumettre d'ici la fin d'année. Si ce n'est pas le cas, on soumettra en début d'année prochaine. Donc elle sera disponible et on soumettra une revue soumise à comité de lecture. Donc elle sera bien sûr disponible sur les bases de données scientifiques. D'accord. Et comment j'imagine que vous voyez de façon positive l'évolution de votre profession, d'autant plus qu'effectivement c'est une synergie, comme vous l'avez bien expliqué, avec d'autres pratiques. Tout à fait. En plus de ça, on a l'avantage dans notre profession d'essayer d'avoir un regard un petit peu critique sur ce qu'on va faire. Et l'objectif maintenant, c'est de réussir à étudier nos différentes interventions, valider ces interventions-là lorsqu'elles fonctionnent, les remettre en cause lorsqu'on ne trouve pas de validation de ces données, afin de pouvoir faire progresser la profession, mais également en fait la thérapie manuelle, puisqu'on s'inscrit vraiment dans un modèle de thérapie manuelle. Donc, les interventions que là on a étudiées, cette revue, elle s'adresse aux chiropracteurs, mais elle s'adresse également en fait aux thérapeutes manuels qui utilisent la manipulation vertébrale HVBA. Donc, ça peut être les kinésithérapeutes, ça peut être les ostéopathes, ça peut être également les éthiopathes ou d'autres professionnels qui utilisent ces manipulations vertébrales. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, dans les maladies auto-immunes, comme la spondylarthrite ankylosante, il y a une indication pour ces traitements? Sur la manipulation vertébrale? Oui. Alors, sur la manipulation vertébrale, il faut savoir que il est soumis à réglementation que un chiropracteur ne doit pas faire de manipulation vertébrale sur des pathologies inflammatoires du rachis, dont la spondylarthrite ankylosante. Donc, j'ai pas d'avis personnel à ce sujet-là, mais la législation ne nous permettrait pas de toute façon d'avoir cette indication-là. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui est franchement tout à fait remarquable et très très intéressante sur le plan scientifique et qui permet de valoriser toutes ces interventions non médicamenteuses et ces pratiques. Donc, écoutez, merci beaucoup. Et je vous remercie grandement de votre invitation et puis à une de prochaine la fois. mise en place de ce congrès. Voilà. Bonne suite de Merci. congrès à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.